Et comme annoncé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous recevons sur ce plateau Monsieur Papi Tamba. Il est administrateur de la sucrière de Kwilungongo qui est venu, avec qui on va discuter d'un événement qui va en tout cas faire bouger le monde minier en République démocratique du Congo, spécialement dans les Grands Katanga, où il y a péril en demeure. Plus de 2000 personnes, 2000 familles risquent de se retrouver sans emploi pour certaines raisons que nous allons évoquer ici. Essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans cette société. C'est une société tellement connue que nous avons voulu tirer la sonnette d'alarme. Monsieur Papi Tamba, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour, je suis aussi et surtout communicateur de la majorité présidentielle. Ça n'a pas changé, hein? Ça ne changera jamais. D'accord, parce que bon, félicitations pour vos nouvelles fonctions. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Tamba, nous avons eu des informations, nous allons discuter avec vous, selon lesquelles il y a une société minière, le MCK, qu'on connaît tous, hein, qui est d'ailleurs sponsor d'un grand club de football de ce pays. Mais cette société risque de mettre la clé sous le paillasson. Qu'est-ce qui se passe? Merci pour l'invitation et surtout pour l'opportunité et l'occasion que vous me donnez pour parler de ces dossiers qui, je dois le dire, me préoccupent. Ce qui préoccupe, c'est plutôt l'essor de plus de 2000 personnes ou de plus de 2000 familles qui risquent de perdre leurs emplois. En fait, MCK, à ce jour, n'existe plus. MCK appartenait à l'ancien gouverneur du Grand Katanga à l'époque, Moïse Katumbi. Il lui appartenait à 100%, il est actionnaire. En tout cas, je crois qu'il était actionnaire majoritaire. Voilà. Je le crois parce que la société était identifiée à lui. Depuis 2015, si je ne m'abuse, il avait vendu sa société. Il avait vendu et il y a eu un nouvel acquéreur. Le nouvel acquéreur qui a acheté la société, je pense qu'actuellement, pour ne pas aller plus en détail, c'est la société Necotrans. Necotrans qui gère un peu cette société, ou je vais dire qui gérait parce que Necotrans aujourd'hui aussi en voie d'être liquidé par le tribunal de commerce de Paris. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'aujourd'hui, on se rend compte, avec le temps, que la transaction s'est faite de manière un peu cavalière. Et c'est fait un peu de manière cavalière. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, cette société commence à connaître les risques de fermeture au point que 2000 familles de Congolais, des expatriés, plus de 2000 risquent de perdre leur emploi. Et de manière cavalière, quand vous avez parlé de manière cavalière? De manière cavalière parce que, vous savez, quand vous achetez une société, généralement on achète les actifs. Et les passifs sous certaines conditions. Sous certaines conditions, parce qu'il faut bien négocier la transaction. Mais en même temps aussi, il faut savoir que vous achetez aussi ce qu'on appellerait les carnets de commandes ou ce que vous appellerez des marchés qui existent au niveau de la société. C'est ça qui fonde même la transaction. C'est-à-dire, c'est comme si je venais acheter une activité que vous exercez chez vous. Je dois savoir qui sont vos clients, combien ils payent par mois. Si base de ces renseignements, je vais trouver que l'affaire est alléchante, vous peut-être vous êtes fatigué, je peux verser la somme pour l'acheter. Or, il s'avère que les vendeurs, en l'occurrence, M. Moïse Katumbi, a fait ce que nous appellerons en droit un délit d'initié. C'est-à-dire, il a extrait de la société des marchés principaux qu'il avait confiés, non pas à des nouvelles structures, sur base d'une nouvelle négociation qu'il aurait faite, mais à des filiales qui lui appartiendraient. Ces filiales qui n'ont rien à voir avec MCK. Qui n'ont rien à voir avec MCK. C'est là où il y avait des sociétés pilotes. Il y avait des sociétés créées dans les paradis fiscaux qui lui appartiendraient. Et ces sociétés-là ont bénéficié des contrats principaux, des gros marchés de MCK. En réalité, il a vendu une coquille totalement vide. Et ce côté-là, c'est un côté où seulement la bonne foi du vendeur qui pouvait permettre à l'acquéreur de se décider. Pour la simple et bonne raison, il y a des éléments qu'on découvre a posteriori. Lorsque vous avez été trahi, c'est là que vous pouvez maintenant vous sentir lésé. Parce que vous ne pouvez pas vérifier ces éléments-là a priori. Mais attends, c'est pourquoi. Ça veut dire quoi? Est-ce que quand le marché a été négocié, c'est-à-dire que Necotrans n'avait pas tous ces éléments? Mais effectivement, c'est pourquoi je dis que la transaction s'est faite de manière cavalière. Necotrans n'avait pas tous ces éléments-là.
Vous savez, messieurs les journalistes, en droit pénal, la présomption, c'est l'innocence. Okay. Mais pas en droit commercial. En droit de société, la présomption, c'est la mauvaise foi. C'est-à-dire quoi? On pense que la personne qui a commis un acte, si cet acte-là crée un préjudice, on pense qu'il était de mauvaise foi. C'est maintenant à la personne de prouver sa bonne foi. Voilà. Et aujourd'hui, bien entendu, il ne saura pas le prouver. L'ancien Avandel, parce que les faits non pas seulement qui sont avérés, mais la bonne foi va plus loin. Va plus loin comment? Necotrans, Yahi, c'est un monsieur Beveragi, qui est aussi patron d'une société qui se trouverait à Dubaï, qui a voulu maintenant sauver les meubles. Pour sauver les meubles, il a racheté la créance au niveau des banques parisiennes, c'est-à-dire des banques françaises, de 25 millions d'euros. Cette créance-là, c'était la créance des Necotrans. C'était pour maintenant mettre en place un plan de sauvetage. Mais curieusement, ces jugements-là pour faire la cession des parts, cet acte-là qui a été pris par le tribunal de commerce de Paris a connu une opposition. L'opposition de Moïse Katumbi. Ah bon? Il a émis l'opposition. Bon, bien entendu, l'affaire devait être jugée une deuxième fois. Mais alors, ça veut dire que M. Moïse Katumbi a encore une main mise sur l'entreprise. Le problème, c'est qu'il a vendu, selon moi, ça c'est un point de vue, il a vendu la société en préparation. J'ai dit bien en préparation de son avenir politique. Il avait son plan en 2015 et il a dit, bon, peut-être, sachant que sur le plan fiscal, au niveau même de la société civile, il avait trop de dettes en tant que tout puissant gouverneur. Il ne les payait pas, cet argent dit à l'État. Il s'est dit que si je ne prends pas la société, ça pourra retomber sur moi. Alors il fallait le faire en amont. Idéologiquement, voilà. Il ne l'a pas vendu parce qu'il a conservé l'essentiel des marchés, mais qu'il avait confié à des filiales dont lui-même aussi est patron. Alors, est-ce que juridiquement, M. Katumbi peut être poursuivi encore pour ces faits-là, d'avoir vendu cette entreprise sans lui donner les principaux marchés? Est-ce qu'il encourt un autre procès? Vous savez, en France, il y a le Bernard Tapie, dans son marché avec Adidas, qui était lourdement condamné et qui a payé un lourd préjudice pour ce qu'on appelle les délits d'initié. Normalement, je dois avouer ici, je ne connais pas trop la législation congolaise à la matière, c'est-à-dire cet aspect-là. En France, ça ne fait pas dire ça. Dans cette matière-là précise, les délits d'initié, peut-être au niveau de l'Assemblée nationale, ça n'a pas encore été codifié ou pas, ça je ne sais pas. Mais normalement, ça c'est un délit d'initié. C'est-à-dire quoi? Vous êtes informé que vous êtes en train de vendre une coquille vide parce que l'essentiel du marché, vous les gardez pour vos propres filiales. Là, c'est la tricherie. C'est la tricherie, c'est la fourberie. Maintenant, au lieu d'arrêter là, le problème, c'est qu'il va plus loin. Aller plus loin, c'est-à-dire quoi? C'est aller faire opposition des cessions de parts qui étaient faites au niveau de Paris. En première instance, bien entendu, le tribunal est revenu en donnant gain de cause à la partie qui avait racheté la créance. Il va faire appel. Et en appel, il va avoir la subtilité de produire un document. Ce document, c'est un document que tout le monde n'a vu qu'en appel. L'authenticité de ce document ne peut pas être constatée parce qu'il y a un jugement qui lui était favorable. Il a présenté un acte d'incessibilité. C'est-à-dire quoi? Quand il avait vendu la société, ils auraient signé avec les patrons des Necotrans à l'époque un acte comme quoi la société ne pourrait pas être cédée avant novembre 2018. D'accord. Le tribunal des commerces, plutôt la Cour d'appel à Paris, constatant ces documents dont l'authenticité n'est pas totalement prouvée, on est en droit de penser, je l'affirme, n'est-ce pas ici, que c'est un faux, et on a en droit de penser que le silence de ces patrons-là, on a en droit de penser parce que ces documents, comme je suis en train de vous le dire, n'est venu qu'en deuxième ressort. Voilà. Alors c'est un document qui devrait être présenté depuis les débuts de la procédure. Voilà. Alors, c'est un document fondamental. Donc pour vous, aujourd'hui, il y a la mauvaise foi de M. Moïse Katumbi sur ce procès, sur ce dossier, en vendant, en présentant ces documents en deuxième ressort. Tout à fait. Et donc vous doutez de la véracité.
je doute de son authenticité pour des raisons que je viens d'évoquer ici. N'empêche qu'il a eu gain de cause et il y a un jugement qui a été rendu en sa faveur. Nous ne sommes pas là pour contester ce jugement-là. L'affaire a été pourvue en cassation, mais il y a une chose qu'il faut retenir. Les jugements rendus en sa faveur pour qu'on puisse annuler la session de départ, mais la créance qui a été rachetée n'a pas été annulée. Ce qui voudra dire que l'acquéreur est toujours propriétaire de cette créance de 25 millions. Donc ça pose quand même un sérieux problème. Mais en attendant, aujourd'hui, au niveau de la République démocratique du Congo, principalement dans les Hauts-Katanga, il y a environ 2000 familles qui deviennent des victimes de ces gens d'imbroglio, de ces gens de... Et généralement, ils ne sont pas intéressés, ils ne connaissent pas trop même beaucoup de détails de toutes ces transactions. Mais vous savez, monsieur le journaliste, c'est pourquoi nous autres existons et pourquoi d'abord nous venons dans les médias. C'est pour porter l'information peut-être à ceux-là qui ont l'ignorance. Nous, quelquefois, ne vous en faites pas, quand nous venons dire la vérité sur vos plateaux ici, nous sommes aussi victimes de certains tiraillements, nous sommes peut-être victimes de certaines attaques. Mais il faut faire les choix dans la vie. À un certain moment, faut-il laisser les gens dans l'ignorance pour que les 2000 familles qui sont en train de risquer carrément leur avenir, parce qu'il faut dire les choses comme telles, que ces deux familles-là ne soient pas informées de ce qui se passe, ou faut-il alerter et sensibiliser l'État, notamment les pouvoirs provinciaux et aussi les pouvoirs centraux, pour un accompagnement, pour un plan de sauvetage qui peut aider à ce que ces 2000 familles ne puissent pas perdre leur emploi. Alors, donc, en gros, si on peut le dire, MCK souffre aujourd'hui d'un problème sérieux de financement. Tout à fait, parce qu'il n'y a pas de gros marché. Il n'y a pas de gros... Tous les gros marchés ont été en vendant la société. Je l'ai expliqué ici. Donc, Moïse Katumbi avait détourné les gros marchés. Mais en même temps aussi, il a détourné aussi de l'argent dans la société. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de gens qui se poseraient des questions pour dire... je vais donner un exemple un peu terre à terre qui peut être riche dans sa pauvreté. Moi, j'ai fait un chèque à la date d'aujourd'hui. J'ai fait de le faire à votre profit. Vous pouvez déposer ce chèque-là en banque dans une semaine. Mais celui à qui je confie mon carnet de chéquiers aujourd'hui, il va regarder les relevés des comptes à l'instant T. Sauf que cette personne-là ne saura pas qu'après qu'il puisse récupérer ce chéquier, 2-3 jours ou une semaine après, il y a un autre chèque valide parce qu'il a été signé par moi. Il a été signé par moi quand j'avais encore la signature, qui va se présenter. Pour vider le compte carrément. Pour vider le compte carrément. C'est ça la situation à laquelle nous vivons, c'est la fourberie. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les sorts de ces travailleurs. Alors, moi, ils doivent aller en justice pour demander carrément que la société soit déclarée en faillite pour qu'ils aient leur décompte final. Qu'est-ce qui va se passer? Non, il y a quand même une chance, il y a une lueur d'espoir. C'est que je vous ai dit tout à l'heure, que même si le tribunal de commerce de Paris avait rendu un jugement favorable, qui peut-être à la longue pourrait être réformé, ce jugement, parce que l'affaire est pourvue en cassation, nous ne savons pas. Mais aujourd'hui, les choses sont comme telles. Mais le tribunal de commerce n'a pas annulé la créance. Ah, d'accord. La créance qui a été rachetée par les banques françaises. Voilà. Donc, il y a une lueur d'espoir pour qu'un plan de sauvetage soit mis, mais cela, ça ne peut se faire que par un partenariat avec le gouvernement pour sauver ces 2000 emplois. Partout au monde, j'ai vu comment, par exemple, Toyota en France, l'usine d'Amiens, je crois, à Toyota, qui a connu des sérieux problèmes, même par les repreneurs, mais l'Élysée s'est mêlé de ces dossiers-là. C'était pour maintenant permettre un plan de sauvetage, un dialogue avec l'acquéreur, afin de permettre à ce qu'on puisse sauver ces emplois. Alors, pour vous, vous pensez qu'il faudrait que la société... aille carrément dans un autre partenariat avec une autre société ou avec l'État congolais qui va mettre peut-être de l'argent dedans pour renflouer la production et avoir peut-être des marchés qui vont permettre à ces 2000 familles de pouvoir tenir. Ça, par exemple, c'est une solution que vous proposez. L'État congolais peut prendre ses participations dans la société. La société peut être transformée par une société d'économie mixte, par exemple, où l'État congolais peut être partenaire en échange créer des allègements fiscaux. Les plus importants ici, c'est quoi? C'est qu'il y a 2000 familles qui, à ce jour, risquent de se retrouver
au chômage. Alors, est-ce que la production s'est arrêtée? Est-ce que ça continue? Les usines continuent à fonctionner ou bien tout est aux arrêts en attendant que les Je vous ai dit qu'il y a une procédure de dépôt de bilan. Du coup, l'affaire est au niveau du tribunal de commerce, donc il n'y a plus de production à cet instant précis. Donc tout s'est arrêté momentanément. C'est pourquoi je parle du plan de sauvetage. Et il y a urgence. Il y a vraiment urgence parce que la justice, généralement, ne regarde pas la politique. Moi, je considère, comme c'est un problème social, je considère aussi que c'est un problème politique. Je n'ai jamais dissocié la politique du social. Donc voilà pourquoi, vous savez, la grande difficulté que nous avons, surtout nous qui sommes au pouvoir, c'est que lorsqu'on intervient dans un dossier, ou dans un dossier qui auparavant appartenait à l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, l'opinion nous accuse d'acharnement, généralement. Ça veut dire que nous avons eu affaire à un saint de la République qui, lui, n'a fait aucun mal, mais ce qu'on peut venir réparer par rapport à ce qu'il a fait, c'est ce qui devient mauvais. Alors, des fois, on peut se laisser impressionner par ce genre de jugement. Mais, la question les faits sont là. C'est ça, il dit, on peut se laisser impressionner par ce genre de jugement et même être regardé bizarrement. Mais à un certain moment, il faut savoir assumer et s'assumer. C'est-à-dire quoi? La vérité, et ça, personne ne pourra changer cela, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2000 familles qui risquent de perdre leur emploi. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Et là, que le vendeur s'appelle Tartampion, ou s'appelle n'importe qui, ou que l'acheteur s'appelle je ne sais pas qui, le problème pour nous ici, c'est que nous devons préserver la vie de ces 2000 familles. Alors, pour vous, je récapitule un tout petit peu, vous avez parlé de l'avenir politique. En 2015, c'est-à-dire que M. Moïse Katumbi était déjà peut-être au courant de son plan, et voilà pourquoi peut-être qu'il a agi de la sorte. Et là, aujourd'hui, on ne s'est plus fui de le dire, n'ayons plus peur de le dire, parce que la suite des événements les confirme. La suite, il n'y avait aucune raison pour lui, à ce moment-là, de défendre sa société, il n'y avait aucune raison. Parce que la société, non pas seulement qu'elle était florissante, parce que si on avait gardé les marchés, la société jusqu'à ce jour n'aurait pas de problème. Mais pourquoi avait-il vendu? Et après sa vente, il y a des acquéreurs. Il faut dire que c'est une affaire privée. Il faut le préciser ici. Sa société était privée et les acquéreurs sont des privés. Mais sauf que vis-à-vis de l'État, il y a un lourd passif. Il y a une grosse dette. Il devait être au courant parce qu'il est tout sauf fait de ce qu'il doit au fisc. Il y a en tout cas, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je sais que tant à l'INSS, à la DGI et pratiquement dans tous les services fiscaux de notre pays, pratiquement il ne payait rien. Vous rendez pas compte et c'est ça qui est dommage aussi. Que c'est parmi les faits qui avaient été reprochés à tous ces directeurs qu'on avait à un moment changé à Kasumba Lessa, à Lubumbashi, parce que bon, toute cette magouille qui circulait autour de cette porte d'entrée du Katanga, je pense vous l'avez compris. Ça va dans ce sens-là. Non, c'est même pas ça va dans ce sens-là, c'est réellement ça. C'est réellement ça. Il y avait une grosse magouille Kinshasa était obligé, par l'implication personnelle du président de la République, de s'impliquer et de changer pratiquement même la direction de toutes les caisses des trésors, c'est-à-dire la direction même de tous les services fiscaux au niveau de la province, parce qu'il y avait une sorte de bourgeoisie compradore qui s'était installée et qui détournait les deniers publics. Mais maintenant, rappelez-vous qu'à l'époque, plus d'une personne avait critiqué cette mesure. Parce qu'il y a une certaine facilité dans notre pays. Et c'est ce que je déplorerai. C'est celle de critiquer, en fait. C'est même pas question de critiquer. C'est de s'illustrer en opposant au président Kabila pour devenir le saint de la République. C'est-à-dire, Papi Tamba qui parle devant vous, il peut être haï par certains. Parlons par exemple des combattants, pour des raisons qu'eux-mêmes peuvent expliquer. Mais si demain je me range derrière eux, commencer à insulter les chefs de l'État, je deviens le saint. Alors pour vous, c'est un acharnement, vous pensez qu'il y a un acharnement sur la personne du président Joseph Kabila? Mais bien entendu. Ou c'est par rapport aux faits, donc ça veut dire... Vous savez, s'il y avait une vraie opposition dans ces pays, il y aurait l'opposition contre un régime. Et si vous êtes opposé contre un régime, mais je pense que c'est le cas. Je peux vous le dire, chers amis, Baba Kyungu, Pierre Lumbi, Olivier Kamitatou, Moïse Katumbi et compagnie, dans ces pays, la République démocratique du Congo, ils ont géré des choses que l'humble Papi Tamba sur les plateaux n'a pas géré. Vis-à-vis de cette opinion de l'opposition et son dessein, Papi Tamba est le diable. Vous savez pourquoi?
La réponse n'est pas dans les faits ou dans la gestion, parce que Papi Tamba n'a rien géré. Si on doit chercher des petites bêtes, la gestion de Kouilungongo, si on attend, je suis administrateur. Oui, vous êtes administrateur, mais on espère qu'on ne va pas vous pointer dans quelques années. S'il fallait chercher des bêtes noires, c'est chez Olivier Kamitote, pas chez Papi Tamba. Mais vous savez, aujourd'hui, ces gens-là sont des saints parce qu'ils ont tourné les dos. Ça, j'ai dit par rapport à une certaine opinion. Ils ont un lourd passif. Ils ont un lourd passif. Papi Tamba qui continue, corps, âme et pratiquement tout son être à défendre l'idéal de celui que j'appelle le fils de la promesse. Papi Tamba est le diable. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il défend Joseph Kabila. Donc il n'y a plus d'idéal. C'est-à-dire il n'y a plus d'idéal. Personne, M. Tamba, vous défendez même là où il ne faut pas défendre. Voilà, on est tous sur les réseaux sociaux, on sait ce qu'on dit de vous et c'est vérifiable. Vous savez, non, vous ne pouvez pas passer comme Sophie Balaye. Le problème n'est pas seulement de se donner la permission des mots, que vous défendez l'indéfendable. Le problème, c'est commencer par démontrer ce qui est indéfendable. Qu'est-ce qui est indéfendable? Bien entendu. C'est de dire que ces pays, aujourd'hui, trouvent ces marques et des repères progressivement par l'action salvatrice du président Joseph Kabila. C'est ce qui est indéfendable. Pour certaines et personnes. Dire... Les faits sont là. Moi, je peux parler faits. Mais en revanche, dire par exemple qu'il y a des gens dans ces pays qui, dans leur opposition, font des pratiques qui seraient assimilées à la vente de notre pays, et ça sont des faits défendables. Non, moi j'ai fait les choix. J'ai fait le choix de suivre le patriotisme. Voilà pourquoi je salue même le Front commun pour les Congolais. C'est encore une fois de plus cette idée novatrice du président de la République pour rassembler les Congolais autour d'un idéal et des valeurs de notre propre démocratie que nous pouvons construire. Donc, on récapitule. La sonnette d'alarme est tirée, donc MCK en vente, et c'est vraiment un danger pour... Je ne dirais même pas que MCK en vente, puisque MCK a déjà été vendu. Mais aujourd'hui, la situation créée par la vente de MCK crée des dégâts, crée des victimes. Le climat économique n'est pas... plus... Alors, posons-nous la question, là je m'adresse au peuple congolais, principalement à la population du Katanga. Devons-nous continuer à en faire un problème politique et sacrifier les sorts des 2000 familles, ou nous pouvons à un certain moment bannir un peu nos clivages politiques, pénétrer les choses par la raison. Revenir à la raison. Revenir à la raison pour se dire, bon, comment la situation en est arrivée là? N'importe qui pouvait accepter de s'intéresser à ce dossier-là, cette personne-là se rendra compte que ce que je suis en train de déclarer sur votre plateau sont des évidences. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Papi Tamba. Je rappelle que vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Vous êtes venu tirer cette sonnette d'alarme sur cette société MCK, l'une des plus prolifiques il y a quelques années. Il faut le dire, au Katanga, c'était une référence. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est parti comme ça. On espère qu'on aura une solution avec ces procès qui se... mais une question, une toute dernière. Pourquoi c'est le tribunal de Paris qui... le procès a été porté là-bas? Pourquoi ça n'a pas été... On n'a pas trouvé de solution ici? Non, Negotrans est une multinationale. D'accord. Et ça se trouve dans certains pays. Et la direction a fait les choix parce que au départ, c'était l'enregistrement des parts. Ah, d'accord. Des parts sociales. Et c'est là maintenant que le tribunal du commerce de Paris a été choisi pour procéder à cet enregistrement. Maintenant, à la fin, j'aimerais quand même dire une chose, parce que vous l'avez évoqué au début, mais c'est quand même important que nous puissions le dire aussi dans votre plateau. C'est vrai que j'ai été porté au poste d'administrateur et la secrétaire de Kouilungongo. Je dois, devant votre plateau, remercier les bons dieux, remercier les chefs de l'État. Comme qui dirait, la fidélité paye. Hein? Remercier les chefs de l'État. La fidélité, pour nous, ce n'est pas une question de... Remercier toutes les autorités qui ont concouru à ce que, notamment le secrétaire général majorité présidentielle, le président Minakou. Je vais remercier le secrétaire sino-congolais Moïse Kanga. Je vais remercier madame... la ministre des portefeuilles, les SP de mon parti Chadari. Je vais remercier les DIRCAP du chef de l'État Néhémie. Je vais remercier la GELANER. Je vais remercier toutes les autorités, mais aussi, je dois rendre un vibrant hommage à Télé 50, non pas seulement à Jean-Marie Kassamba, mais aussi à tous les personnels de Télé 50.
nous avons pendant plusieurs années œuvré ensemble et nous continuerons à œuvrer ensemble. L'aventure à laquelle nous tous nous avons adhéré, c'est-à-dire d'être ceux-là qui peuvent se ranger du côté de la vérité pour éclairer le peuple congolais, il n'y a rien qui pourrait arrêter cette aventure. D'accord. On espère aussi qu'on va vous retrouver dans quelques années pour faire les bilans de la gestion de Kouilou-Ngongo. Comme ça, vous serez aussi... voilà, au moins, vous ne serez pas que donneur de leçons. On va aussi savoir qu'est-ce que Papi Tamba fera de la sucrière de Kouilou-Ngongo, parce qu'il faut le dire, on ne consomme pas Kouilou-Ngongo. On est dans les supermarchés et tout, on consomme que tout ce qui vient d'ailleurs. Heureusement que vous êtes aux affaires. Espérons que dans Je ne suis pas dans la gestion, certes, mais... Vous êtes administrateur, on va essayer, oui, on va essayer d'apporter... Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau Télé 50, M. Papi Tamba. On vous retrouve très prochainement dans d'autres émissions sûrement. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on revient dans un instant pour la suite de cette antenne de la mi-journée.